Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Sega Goundiam, consultant en management, normes, contrôles internes. Makaïla Gebla, journaliste blogueur. Notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo nous accompagne depuis le début de cette émission. Et sans plus tarder, le Zoom. Le chômage et le sous-emploi et l'envolée des taux, 60% des jeunes Africains sont aujourd'hui touchés de plein fouet par le chômage. Une situation alarmante et loin de s'arranger, alerte la Banque africaine de développement. Un chômage de masse qui touche aussi bien les diplômés que les non-diplômés. Le chômage des jeunes Africains à l'ombre de la croissance économique, c'est un sujet de Siamlo Victoria Sedji. En 2019, l'Afrique doit progresser dans la lutte contre le chômage. À en croire la Banque mondiale, le fléau touche 60% des jeunes africains. Pour contrer le fléau, l'Afrique doit générer par an 12 millions de nouveaux emplois, selon la Banque africaine de développement. La situation du chômage des jeunes, en raison d'un certain nombre de facteurs, ne fait qu'empirer. Il faut des politiques de long terme qui permettent aux États de résoudre les problèmes systémiques et structurels qui minent la croissance et empêchent donc les entreprises de survivre. Entre 2000 et 2014, le taux de croissance annuel de l'emploi était en dessous de 1,8% selon la BAD. Pour résorber le chômage, l'Union africaine préconise d'accélérer l'industrialisation et d'accroître les investissements dans des secteurs comme l'agriculture. Elle demande aux États d'y consacrer 15% de leur budget. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre à l'échelle d'un État. Il faut des solutions à l'échelle continentale. Lorsque la Banque africaine de développement appuie son argumentaire sur les opportunités que peut présenter la zone de libre-échange continentale, je pense qu'il faut peut-être donner une caution à cette réflexion. Les experts estiment que sans changement structurel significatif, l'éradication de l'extrême pauvreté d'ici 2020 serait caduque et problématique. En 2011, la Banque mondiale révélait que près de 40% de ceux qui adhèrent au mouvement rebelle se disent motivés par le manque d'emploi. 60% de la jeunesse africaine au chômage. Jean-Marie Bitomo, un chiffre inquiétant, alarmant, s'indigne notamment la Banque africaine de développement. Et la situation est loin de s'arranger. Très très loin de s'arranger. Zara, ça fait depuis longtemps que nous parlons de cette situation de l'Afrique ici. La situation africaine est une situation relativement simple. Elle commence par les stratégies éducatives qui sont mises en place. Quand vous mettez en place des stratégies éducatives qui sont inadaptées par rapport à nos environnements, effectivement, voilà le résultat que nous avons. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez en Afrique aujourd'hui, ce sont des universitaires, c'est-à-dire il faut former des universitaires, ce sont des écoles de commerce qui ouvrent à tout vent dans tous les pays. On oublie les techniciens qui sont le fer de lance, c'est-à-dire des économies dans le monde entier. J'avais dit ici, là, je le répète à chaque fois, c'est que l'Afrique n'a pas besoin, c'est-à-dire moi je suis ici, là, je suis économiste, un avocat sert, comment dirais-je, le producteur à la base. Le producteur, c'est lui qui produit. Donc à partir de là, dès que l'Afrique ne comprendra pas que, quand vous prenez toutes les grandes économies du monde, on est à l'époque numérique, soit, mais l'Afrique a ses caractéristiques propres, qui sont que les États africains, de mon point de vue, doivent consacrer au minimum 40%, si vous voulez, du PIB à l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, permet, quand on regarde, comment dirait la population africaine, à 80-90%, elle travaille, comment dirait, dans l'agriculture. L'agriculture, si vous voulez, c'est le point fort. L'Afrique, si vous voulez, les deux tiers des terres arables du monde. Mais pourquoi nos dirigeants, c'est-à-dire, on se contente de former, comment dirais-je, des magistrats, former des économistes, former, comment dirais-je, ils sont utiles à la société. Mais nous ne formons pas suffisamment de personnes dans les secteurs dans lesquels l'Afrique a besoin, c'est-à-dire l'éducation, à savoir la technique en tant que telle, et non pas des généralistes. La santé et tout ce qui s'ensuit, on en forme très très peu. Donc qu'est-ce qui se passe? On va vous ouvrir, comment dirait, des grandes écoles de commerce qui partent d'ici, on nous les installe, si vous voulez, partout sur le continent, bon, formez-vous, bon. Sauf que ces techniciens-là ne sont pas au service du développement de l'Afrique dans leur intégralité. L'Afrique a aujourd'hui, pour s'industrialiser, besoin, c'est-à-dire des millions et des millions de techniciens. Les techniciens, c'est quoi les techniciens de maintenance? Les techniciens, si vous voulez, agricoles et tout ce qui s'ensuit. Alors, vous évoquez effectivement le domaine de l'agriculture. Alors, vous dites qu'il faudrait que les États consacrent au moins 40%. Moi, de mon point de vue, 40% à l'agriculture. Alors, l'Union africaine ne va pas jusqu'à 40%, mais au moins
15%. Donc, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, seuls 5 pays africains respectent les engagements de Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% du budget annuel à l'agriculture. Donc là, juste au 15%, c'est quelque chose d'infime. Comment expliquer que les États africains négligent l'agriculture? Est-ce que cela n'interroge pas par ailleurs si l'Afrique, aussi les États africains ne manquent pas d'une politique ambitieuse en matière d'emploi? Sega Goundiam. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je travaille avec une association qui s'occupe de la diaspora et qui s'occupe de l'agriculture au Mali en particulier. Et officiellement, le gouvernement malien consacre bien plus que 15% à l'agriculture. J'ai dit officiellement. D'abord, il faut s'assurer que ces 15% arrivent bien aux agriculteurs. Première interrogation. Mais il y en a une deuxième, et qui va beaucoup plus loin que votre analyse, qui est juste. Si on consacre beaucoup d'argent à l'agriculture, et si on n'est pas capable de faire de la transformation localement, ou au moins de mettre en place une logistique qui préserve les productions, on a tout perdu. On va produire pour que ça pourrisse. Donc, l'agriculture, certes, l'investissement dans l'agriculture, certes, mais il faut penser à l'aval de l'agriculture, soit en termes de logistique, de stockage et de moyens d'infrastructure. Mais plus d'investissement, ça sous-entend le fait d'aller vers l'industrialisation en même temps. Soit l'industrialisation, soit la capacité à conserver par la logistique et ensuite à déplacer. Mais cela suppose quand même une transformation. Ce n'est pas forcément de l'industrie lourde, ça suppose une industrie on peut former. Moi j'ai toujours dit, l'agriculture en Afrique, excusez-moi, on peut passer par des coopératives. On essaie de mettre en place des coopératives, ça veut dire associer, si vous voulez, cette association-là. Non seulement ça va permettre une circulation beaucoup plus accélérée de l'information et l'auto-apprentissage des individus qui sont en contact dans les différentes coopératives que les États africains peuvent mettre en place. Et ça, c'est nécessaire. Alors, on va plus loin. Cet investissement suppose à la fois investir dans les techniques nouvelles, investir dans les moyens de production agricole. Mais il ne faut pas se le cacher. Quand je l'ai dit, les amis ont été très surpris. Quand on arrivera à ce stade-là, on va générer du chômage. Parce que les 80-90% qui ça donne à l'agriculture aujourd'hui, quand on sera passé même à un niveau très bas de mécanisation, on produira beaucoup plus avec beaucoup moins de bras. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a des adaptations. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'aval pour pouvoir absorber ce surplus de main-d'œuvre qu'on va mettre sur le marché. Bon, je continue. Oui, Makaïla Gebla. Oui, justement, Zara, tu le soulevais tout à l'heure, que le rapport est alarmiste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui m'interpelle, c'est que ces types de rapports ont été publiés plusieurs fois en Afrique, que ce soit par la Banque africaine de développement, que ce soit par toutes les institutions régionales, sur la question du chômage. Le chômage est endémique, la pauvreté aussi, c'est qu'il y a un manque de volonté politique de nos dirigeants. Toi, tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Pierre, tu l'évoquais. Jean-Marie évoquait qu'il faut vraiment encourager le secteur agricole. Or, le secteur agricole qui devait être effectivement le pourvoyeur même, la résolution même de questions de chômage, les gens l'ont complètement négligé. L'aide publique au développement accordée par les bailleurs de fonds à nos États sont automatiquement et systématiquement détournés à des fins politiques. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation d'engrenage permanent auquel les peuples africains sont aussi pris dans cet engrenage. Donc il faut absolument, l'exemple du Mali est éloquent, sauf que le Mali lui-même, l'État malien lui-même n'est pas effectivement un bon exemple. À l'heure où on parle, tous ces pays africains sont effectivement pris dans une situation vraiment inquiétante. Donc que ce soit ces rapports de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement qui souhaiterait qu'on résolve cette question, il faut absolument qu'il y ait une volonté manifeste aussi de nos dirigeants et de ces institutions qui les appuient, d'aller au bout de ce qu'on voulait. Mais sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il y a deux autres leviers sans lesquels on peut faire tout ce qu'on veut, ça n'aboutira pas. On ne va pas réduire le chômage. Les deux autres leviers, c'est qu'il faut de l'investissement. Que ce soit dans l'agriculture ou dans l'aval de transformation ou ailleurs, il faut de l'investissement. Et ça c'est une problématique à part. Deuxième levier, et ensuite on va pouvoir les approfondir si vous souhaitez. Deuxième levier, vous l'avez évoqué, c'est la formation. Les ressources humaines. Alors, la formation, elle me gêne parce que la formation qu'il faudrait pour pouvoir disposer de compétences, des bons profils et de transformer l'état actuel de nos éducations, de nos systèmes de formation, c'est du long terme.
C'est au minimum 2 générations. Mais avant, sans même attendre... Je pense pas qu'il faille 2 générations. Sans même... Si. Quand on veut reformer une école, et à commencer par la formation des formateurs... Mais j'interviens beaucoup dans l'enseignement. Hein. Moi aussi, je le suis. Nous sommes collègues. À transformer, d'abord, à élever le niveau de compétences et l'aspect pragmatique des formations par les formateurs, c'est 2 générations minimum. Mais sans attendre ces 2 générations, ceux que vous évoquez, qui sont des techniciens, parce qu'on a un gros complexe en Afrique, nous sommes des produits de ce complexe, voilà. Où on quitte l'école très tôt, où on veut être docteur. Il n'y a rien entre les deux. Bon, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, entre les deux, le jour où on aura les investissements nécessaires, il est possible, par l'apprentissage, de former des gens qui ne seront pas des inventeurs, mais qui seront de très bons exécutants. Exactement. Et ça, c'est du court terme. On les forme à répéter un certain nombre de gestes, à mettre en œuvre un certain nombre de pratiques, et ça, c'est faisable très vite. Mais ça n'a d'intérêt si vous avez l'investissement. Non, vous avez l'investissement en face. Je veux vous dire, nous sommes tous enseignants. Ouais. C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place chez moi au Cameroun. D'accord ? Pour former des ingénieurs, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est parce que nous avons, comment dirais-je, le schéma d'ici là dans nos têtes qu'il faut que nous formions, si vous voulez, les Africains de la même manière. Et moi, je suis parti, c'est-à-dire, avec un de mes amis, on a tous fait la Sorbonne ensemble. On s'est dit, on va faire, comment dirais-je, de l'apprentissage au Cameroun. L'apprentissage, ça voudrait dire quoi? Ce que j'ai posé sur la table. Vous n'avez pas besoin de former des gens, des ingénieurs pendant 5 ans. Pas du tout. Nous avons toutes nos populations, si vous voulez, nos jeunes qui sont des licenciés, qui ont des masters. Qu'est-ce que vous faites? Le cycle court dont je vous parle. Moi, c'est-à-dire, je suis en train de mettre en place au fait que je veux prendre 100 ordinateurs. Je veux chercher ces étudiants-là qui ont déjà un bagage. D'accord? Vous leur faites, en 2 ans, vous formez des ingénieurs complets à monter et démonter les ordinateurs pendant 2 ans. Chacun s'élance, touche chaque vis dans un ordinateur et vous avez des techniciens qui sont capables, learning by doing, dont nous parlons, la théorie de l'apprentissage, elle est connue. Nous devons passer par les voies qui sont nos voies africaines et non pas systématiquement vouloir copier ce qui se passe ici. Makaila Kebla. Je partage ce que disait Jean-Marie, c'est qu'il faut décomplexer ces rapports et il faut s'inspirer des réalités locales africaines. Sauf que tu disais, Sega, tu disais il fallait 2 générations, ça fait 20 ans. Du coup, je dirais 20 ans. Donc 20 ans, je pense que c'est très trop long. Pour rattraper ces gaps, il nous faut absolument une vision. Il a raison quelque part. Il a raison quelque part parce que moi quand je parle, c'est qu'il faut que l'investissement accompagne effectivement ça. L'investissement doit être là, c'est-à-dire en infrastructure et en formation et ce que vous avez. Donc cet investissement qui est l'un des principaux problèmes. Ne soyons pas naïfs. Moi j'ai travaillé plusieurs décennies dans l'industrie, ici en Europe. Il y a une différence entre le technicien qui est capable de démonter, de remonter, qui est capable de gérer une chaîne de fabrication, et l'ingénieur, ou peu importe son nom, le profil, qui est capable de réfléchir à des nouvelles pratiques pour optimiser, pour améliorer. Ce n'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je parle de techniciens. Voilà. Les ingénieurs, pour moi, je ne les classe pas chez les techniciens. Ce sont des gens qui pensent. Oui, mais bon, il y a une confusion c'est pour ça que je dis il y a le court terme. Non, je ne la fais pas cette confusion. Sur le long terme, sur le long terme, si vous voulez vraiment former des gens qui soient capables de réfléchir, de partir de concepts et de les transformer en pratiques locales, il faut 2 décennies. Tout à fait. C'est pour cela qu'il faut du long terme. Avec l'investissement qui va avec. Je vais vous prendre un exemple. D'abord, Makaila Kebla et ensuite Jean-Marie. On a entendu Jean-Marie, on a entendu effectivement ces gars, c'est qu'il faut aussi ajouter qu'il faut un regard porté sur le secteur informel. Vous savez, il faut vraiment structurer le secteur informel en Afrique, que ce soit quand vous êtes à Abidjan, à Dakar, à Bamako, vraiment le secteur informel prolifère, sauf que les États africains n'ont pas pris conscience qu'il fallait structurer ces secteurs qui est aussi vraiment un porteur effectivement ça sera en fait, je dirais, un créateur d'emploi pour ces jeunes qui sont désemparés aujourd'hui sur le continent. Ces gens n'ont pas eu vraiment un soutien structurel qui leur permette effectivement de pouvoir travailler et gagner dignement leur vie parce qu'il n'y a pas un regard institutionnel qui a porté sur ce travail qu'ils font. Jean-Marie Bitomo. Cette structuration-là est une nécessité parce qu'en structurant, c'est-à-dire en faisant en sorte que les gens passent de l'informel au formel, on entame déjà la structuration dont je parlais tout à l'heure des coopératives. D'accord ? Tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous allez permettre aux gens de pouvoir échanger entre eux. Donc,
En formalisant les activités informelles, vous montrez une autre voie aux gens qui leur permet de se rendre compte qu'il y a des possibilités de coopération, de coordination entre les individus en tant que tels. Tout à fait. L'informel, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Le fait est que quand on pense structurer l'informel pour le faire rentrer progressivement dans le formel, la pensée dominante pense fiscalité. Voilà. Alors que c'est pas ça. C'est La pas pensée- ça qui doit sortir en premier. Là, je suis d'accord avec vous, Sanya. C'est pas ça qui doit sortir en premier. Ils pensent Et fiscalité tous. si vous expliquez aux gens qu'il faut qu'ils sortent de l'informel pour payer des impôts, évidemment qu'ils n'ont pas envie. Ben, ils n'ont pas envie, effectivement. Donc il faut leur proposer quelque chose qui soit attractif. On en arrive à l'investissement, à l'attractivité de nos pays par rapport à des investisseurs, que ces investisseurs viennent de l'étranger, dès lors qu'ils créent de la richesse dans le pays et qu'ils donnent des emplois aux gens, nous sommes preneurs, ou que ces investisseurs viennent de l'intérieur, mais quand ils viennent de l'intérieur, ils se heurtent au taux de la BCEAO. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je sais que vous voulez tous participer. On aura bien sûr l'occasion d'en parler dans le cadre de nos prochaines émissions. Sega Goundiam, merci à vous. Je rappelle que vous êtes consultant en management, normes et contrôles internes. Makaïla Gebla, je rappelle que vous êtes journaliste blogueur. Un grand merci à vous. Jean-Marie Bitomo, merci. Merci Zara, bonne soirée. Aux téléspectateurs. Et aux téléspectatrices. Bien sûr, merci. Alfred, mon pote. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Très belle soirée.